Et c'est pour ça que je me suis aussi tournée vers l'IA, parce que il fallait produire, produire, il fallait développer. Et quand on développe des outils, on se pose toujours la question, combien de temps ça va me prendre de créer l'outil et en combien de temps je vais le rentabiliser. Et là, c'est vrai qu'avec l'IA, on se pose un petit peu moins la question. Ça veut dire, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est... Turn it up, hey, hey, it's the podcast show. Turn it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, new magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Géomagiciens. Ici, on parle de SIG sans jargon inutile, on parle de tech sans blabla et surtout de notre passion commune pour la cartographie. Aujourd'hui, épisode spécial où j'ai la chance d'avoir Charlotte Noisa, qui est géomaticienne, qui va se présenter évidemment. Et pourquoi spécial ? Parce qu'elle est tout simplement admin de la toute nouvelle communauté des Géomagiciens. Bonjour Charlotte, comment ça va ? Bonjour Emmanuel, ça va très bien, je te remercie. Et toi ? Avec plaisir, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter auprès de notre audience et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais en géomatique ? Alors moi je suis Charlotte Noisa, j'ai 27 ans, je suis originaire du Limousin, mais j'ai quitté la grisaille pour le soleil, puisque je vis maintenant près d'Argelès-sur-Mer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très loin de Perpignan. Moi, sinon, dans la vie, j'adore tout ce qui est environnement, j'adore la tech, d'où mon métier qui est chargé d'études dans un bureau d'études en environnement. Super, eh bien, enchanté. Donc du coup, on s'est rencontrés lors de la formation l'IA pour les géomaticiens du côté de Montpellier. Et suite à ça, du coup, on a pas mal sympathisé. Et je trouvais ça très intéressant de t'avoir dans l'épisode dans un épisode des Géomagiciens. Voilà, tu as cette approche assez technique au niveau des SIG. Donc si je reprends un peu ta fiche, ton CV entre guillemets, tu travailles sur des sujets très concrets avec des outils et des technos très précises comme par exemple QGIS. Tu fais également du QField. Tu travailles sur de la base de données avec PostgreSQL, PostGIS, l'automatisation, la data visualisation, la production de cartes thématiques et interactives, mais aussi la structuration d'un pôle SIG. Ça fait beaucoup ça, non ? On va dire qu'on est high-tech, dans le bureau d'études en environnement. Ouais. On parle souvent des géomaticiens comme étant des professionnels, les fameux moutons à 5 pattes. Là, ça fait beaucoup de pattes. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. J'ai de la chance d'être aussi bien entourée de cartographes. On a chacun un petit peu nos spécialités. Ouais. Mais voilà, moi j'essaye de travailler un petit peu dans tous les domaines. Ouais. Comme les autres géomaticiens, c'est important de s'intéresser à tout. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai une affinité un peu plus pour tout ce qui est automatisation. Ouais. Mais on a la chance dans ce bureau d'études d'avoir des bons outils et d'avoir des personnes qui sont compétentes dans ces domaines-là. Ouais. Ouais, on parlera de ton bureau d'études un peu plus tard. Juste, je voulais revenir sur ton parcours. Donc aujourd'hui, tu es dans la géomatique, mais en termes de formation, tu as une formation plus environnementale, en agronomie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as étudié et ton expertise ? Ouais, c'est un peu particulier mon parcours. Je ne suis pas partie dans la géomatique tout de suite. Parce que pour moi, la géomatique, ça voulait dire la géographie. Voilà, donc moi je me suis pas dit tout de suite que j'allais partir dans la géomatique. Puis comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, moi j'adore l'environnement, j'adore tout ce qui nous entoure, l'environnement, l'agronomie, etc. Donc j'ai fait mon bac S option SVT. Ouais. Moi ce que j'aimais c'était l'SVT. Ouais. Voilà, vraiment sciences du vivant en général. J'ai aussi fait bac SVT, mais parce que j'étais pas bon ni en maths ni en physique. C'est une autre raison. Mais... oui, moi aussi, mais il faut pas le dire. Faut pas le dire ça. Et donc suite à mon bac, j'avais hésité un petit peu avec les écoles préparatoires, avec la fac, avec les DUT, etc., ou même les BTS. Mais ma prof d'SVT m'avait conseillé le DUT parce que c'était une super formation. Ouais. Donc je me suis dit, allez, je pars là-dedans. Et j'ai fait un DUT génie biologique option agronomie, puisque c'est ce qui se rapprochait le plus de l'environnement. Ouais.
Donc j'ai passé 2 ans dans mon DUT. C'était super, c'était génial. Et la particularité d'un DUT, c'est que tu fais 2 ans et potentiellement tu peux t'arrêter après, c'est ça, c'est diplômant. Oui, c'est ça, c'est diplômant. On conseille souvent une licence pro après, mais généralement un DUT ça peut suffire. D'ailleurs c'est en 3 ans maintenant, le DUT. Je savais pas. Et c'est pas mal parce que c'est entre la fac et le BTS. C'est-à-dire que c'est très technique, mais c'est aussi assez général. On garde toutes les matières générales et on pousse un petit peu plus celles qui nous intéressent. Donc super formation, j'ai adoré. Et après, je suis partie à la fac. J'ai fait une licence biodiversité, écologie, évolution. Donc là, c'était vraiment de l'environnement pur, de l'écologie, etc. Ouais, donc la SVT, c'était pas juste parce que t'étais pas bonne en maths. Il y avait une affinité particulière. Et après, j'ai fait mon master, un peu la suite de ma licence, biodiversité, écologie, évolution. Et c'était vraiment orienté recherche. Voilà, donc c'est là que j'ai découvert vraiment la recherche, puisque qui dit recherche dit finalement analyse de données. Donc que ce soit des statistiques ou de la cartographie. J'ai découvert ça en première année de master. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et même, moi, on ne m'avait pas vraiment dit que je pouvais être cartographe et que ça existait. Dans mon domaine, on me disait, non, mais c'est pas un métier. Hein. C'est un outil. C'est pas un métier. Bon, moi, j'ai dit, OK, si vous voulez. Mais j'étais un peu têtue. Je me suis dit, non, mais moi, je veux faire ça. Faire un métier. Et surtout que je trouvais ça très important parce que des fois, les personnes avec qui je travaillais avaient des super idées, etc. Ils n'arrivaient pas à mettre derrière en application. Voilà, ils n'arrivaient pas à le mettre en application, les cartes n'étaient pas belles, l'information passait pas forcément. Et je me suis dit, non, mais c'est un métier. C'est sûr que c'est un métier. Et donc, je suis partie là-dedans. Alors, pas directement. Parce que c'est vrai que sur le CV, c'était pas, j'étais pas cartographe, j'avais pas un master en géomatique. Juste pour revenir, DUT, licence, master, c'était géographiquement, c'était quelle université? C'était la même Non, j'ai fait le DUT sur Digne-les-Bains, donc c'était Aix-Marseille. Après, j'ai fait ma licence à Tours, et après, j'ai fait mon master sur Poitiers. Une question, pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont un peu en recherche, déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as voyagé autant? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu as choisi selon le programme, les universités? Et deuxième question, est-ce que tu recommanderais ces DUT, licences, master en termes de plutôt qualité des universités pédagogiques voilà. Alors, je dirais le DUT exceptionnel. Le DUT de Digne-les-Bains, je le conseille parce que c'était vraiment très, très, très qualitatif. Et d'ailleurs, moi, quand je suis sortie de mon DUT, je suis arrivée en licence. Voilà, c'était royal. Voilà, c'était... Après, il me semble que tu es sortie majeure de promo aussi. Ça aide un peu. Oui, c'est sûr que ça aide. Mais j'ai d'autres collègues qui sont sortis, qui ont eu leur DUT et qui sont partis en licence et qui étaient très bons aussi. Et ce qui est d'ailleurs dommage parce que souvent quand on fait un DUT, des fois on nous fait redoubler en fait, en deuxième année. Et c'est vraiment dommage parce que on a vraiment beaucoup de compétences en DUT. Et pour rejoindre la licence, donc évidemment, on aurait pu faire licence 1, licence 2 classique. Oui. Où il y avait peut-être aussi certains qui font un passage en prépa, non? Pas sur ce... Si, après le DUT, je sais pas. Après le DUT. Après le DUT, il y a la prépa ATS. C'est une prépa en 1 an. Qui fait école veto et agronomie. Et école d'ingénieur agro. Voilà. D'accord. Moi, j'ai entendu des bons échos du côté de Montpellier aussi. Je sais pas si tu connais. Apparemment, ils sont. Montpellier, ils sont super bons. Montpellier, ils sont très très bons. Moi, je suis partie. Après, pour le master, en fait, je suis partie sur Poitiers parce qu'il y avait ma famille à côté. Et parce que, alors, je sais pas pourquoi, mais il y avait écologie aquatique. Je me suis dit, je veux faire ça. Je sais pas ce qu'il y a sous l'eau. Ça m'intéresse. Donc, je suis partie là-dedans. Un peu comme ça, mais sinon, le master écologie Montpellier, je recommande aussi. Il est là, apparemment, il est super. C'est vrai que d'une fac à l'autre, ça change. Faut vraiment se renseigner sur les facs. Ouais, et c'est aussi évidemment le corps d'enseignants. Oui, c'est ça. Les intervenants professionnels. C'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que je te pose cette question, c'est que souvent, les retours qui sont qualitatifs sont issus de ceux qui ont fait les parcours et qui justement peuvent se dire j'y ai fait 2 ans et en effet c'était top. Après, si je devrais rajouter quelque chose, je dirais qu'il n'y a pas que le prestige de l'école, il y a le domaine. Par exemple, nous, ils travaillaient beaucoup sur les insectes en master. Voilà, si on est intéressé, on va avoir beaucoup plus de portes derrière pour travailler dedans parce que souvent dans les facs, c'est rattaché
à un laboratoire de recherche. Et nous, c'était sur les insectes, pour faire général. Ouais. Donc ça dépend un peu aussi de son domaine, de là où on veut travailler. Il y en a, ça va être sur les primates. Ouais. Bon, bref, je rentre pas trop dans le détail, mais il y a 2 choses à prendre en compte. C'est le prestige de l'école, mais aussi les domaines. Parce ils ont tous leur spécialité. Ouais. Ok, super. Et donc, je ne sais pas si je t'ai coupé ou si tu avais terminé sur la partie ton parcours. Je t'avais demandé pourquoi tu allais à tel endroit, tu étais rendu à Tours. Ouais. Je ne sais plus si tu avais terminé ou si je t'ai coupé. Oui, non, c'est bon, j'avais fini. Okay. Ouais. Et ok, donc ton master, tu as appris la technique, tu as découvert un peu la partie SIG. Ouais. Mais tu vois ça, enfin, on te dit en tout cas que c'est un outil, que ce n'est pas un vrai métier entre guillemets. Quelle est ta réalité ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est devenu un métier ou pas? Ouais. Alors, ce qui s'est passé, donc moi, le master était rattaché au CNRS. Okay. Et au CNRS, il y avait un enseignant-chercheur qui c'est lui qui donnait les cours de QGIS. Okay. Voilà, QGIS, de cartographie. Et j'ai fait ensuite mon stage de fin d'études avec lui sur la cartographie. 100% cartographie. Ouais. Donc j'ai fait 6 mois dedans. C'était sur la cartographie des îlots de chaleur urbains. Okay. Donc une grosse problématique, puisque je pense qu'avec le réchauffement, tout le monde le sait, mais avec le réchauffement climatique, etc., il y a des zones qui, la ville, ça devient invivable, et il y a des endroits qui deviennent très chauds aussi. Là, c'était une étude localisée ou c'était à l'échelle Oui, c'était localisé sur Poitiers. Poitiers, ok. Et l'idée globale du stage, c'était de cartographier à fine échelle les îlots de chaleur urbains, dans l'optique après d'étudier l'impact sur la biodiversité aux endroits où il faisait très chaud, mais aussi si on sait bien cartographier, on peut modéliser aussi l'aménagement du territoire. Voilà, si on aménage, je sais pas, on met un parc, est-ce que ça va vraiment refroidir d'autres zones qui sont très chaudes? Et donc la conclusion, il me semble, tu me dis si c'est une bêtise, mais c'est qu'il fallait déconstruire le futuroscope pour refroidir Poitiers, c'était pas ça? Oui, c'était ça. non, faut pas que je dise ça. non, pas du tout. On va couper. Ouais, il faut déconstruire. Je suis major de promo et je peux vous dire. Faites-moi confiance. Non, mais par contre, les endroits qui étaient vraiment chauds qui ressortaient, c'était les parkings. Ouais. Voilà, d'où la nécessité de mettre un peu de verdure. Des parkings, ouais, les parkings en surface. Ouais. Parce que c'est... c'est goudronné. Du exactement. Parce que du coup, le goudron, ça emmagasine beaucoup de chaleur la journée. Et ça restitue... Ça met du temps... la nuit. Et ça restitue la chaleur et lentement peut-être aussi pendant toute la nuit. Donc ça ne refroidit pas. Mais on le sent d'ailleurs quand on est en ville. Avec le béton, il fait beaucoup plus chaud que quand on arrive à la campagne. Ouais, c'est du côté d'Aix là où ils ont végétalisé l'allée provençale pour faire diminuer la température et c'est assez marquant le contraste. Ça marche bien, ça. Ça marche bien. Et puis, sans trop rentrer dans les détails, mais il y a de l'évapotranspiration, c'est-à-dire que les végétaux, ils transpirent aussi. Donc ils libèrent un petit peu de particules humides dans l'atmosphère. Voilà. En plus de faire de l'ombre, en fait. Ok. Trop bien. Donc là, ton entreprise, on vient. Alors ensuite, j'ai eu la chance de trouver un poste en CDI de chargé d'études en environnement, enfin SIG, dans un bureau d'études en environnement. Tu cherchais SIG ou c'était une pierre deux coups, genre trop bien, j'ai la chance, il va y avoir des SIG? Alors je cherchais SIG, mais j'avoue que ça m'intéressait de l'environnement. Moi j'aime bien cartographier ce qui nous entoure et notamment le vivant. Donc non, c'était parfait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est génial. Moi, j'avais beaucoup de pression là parce que vraiment je me disais c'est le poste idéal et en plus très jeune entreprise. Elle venait de s'ouvrir. Moi, je me suis dit il y a tout à faire, il y a tout à créer. Voilà, donc tu peux nommer l'entreprise ou c'est secret? Non, c'est Grive Environnement. Ok, très bien. Et donc bureau d'études. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que toi tu fais au sein de Grive Environnement? Quels sont les outils que tu utilises? C'est un exemple de projet sur lequel tu as travaillé ou tu travailles pour qu'on puisse un peu voir un peu ce que propose ce bureau d'études. Alors déjà, je pense que je vais un peu revenir sur ce qu'est un bureau d'études en environnement parce que ce sera un petit peu plus clair. Un bureau d'études en environnement, nous on est dans l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire on travaille pour des projets de mise en place de panneaux solaires sur des parcelles agricoles. Et en fait, la mise en place des panneaux solaires sur parcelles agricoles, ça peut avoir des impacts sur la biodiversité, sur l'habitat, etc. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de mesurer l'impact
que va avoir la mise en place de ce projet, qui dépend à chaque fois de la zone. Il y a des zones où il va y avoir beaucoup de biodiversité, ça va avoir un gros impact. D'autres, pas du tout, ou quasiment pas. Ouais. Voilà, donc déjà, nous, il faut qu'on mesure l'impact. Et c'est des grosses études, finalement, des études scientifiques, réglementaires aussi. Et dedans, il y a énormément de supports visuels. Okay. Il va y avoir des cartes, bien évidemment, pour localiser où est-ce que les espèces ont été observées, etc. Du coup, pour tous ceux qui se demandent, mais en fait, les cartes, ça sert à quoi, ou les SIG, ça sert à quoi? Là, je pense sans carte, on peut juste pas aborder le sujet. Bah non. C'est spatial, il y a besoin de voir, besoin de... Complètement. Comment, sinon, on l'explique, mais bon, on peut faire une carte, mais s'il faut l'expliquer, on va faire 3 pages. Qui va lire 3 pages? Et du coup, tu parles de visuel, donc de cartes, et aussi de data visualisation. C'est un sujet que tu abordes aussi. On me sollicite beaucoup en me demandant, en fait, c'est quoi la data vis, la data visualisation? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en fais et comment tu l'utilises dans ce contexte-là, pour ces projets, ces restitutions? Oui, la data visualisation, c'est vraiment, comme son nom l'indique, visualiser les données, la donnée. Et là, on voit que dans ce domaine-là, c'est clé, en fait. Il faut absolument qu'on voit où est-ce que sont localisées les espèces, où est-ce que sont localisés les habitats, où est-ce que sont localisées les zones humides, et ça, dans une optique de prise de décision. Juste un exemple tout simple. Quand on ne peut pas mettre de panneaux solaires sur des zones humides. Voilà, c'est pas possible, on ne peut pas les implanter dessus. Donc, nous, quand on va sur le terrain, on localise les zones humides. Derrière, il faut qu'on le visualise. Et là, on peut voir ici, par exemple, cette zone-là, il y a une zone humide. Et ben, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre de panneaux solaires à cet endroit-là. Donc, on va contourner la zone humide. Mais si on ne la localise pas précisément, moi, si je dis, il y a une zone humide sur site, ça ne suffit pas. Elle est où? Elle est où? Et elle est où? Elle fait combien d'hectares? Est-ce que on peut quand même mettre des panneaux solaires, etc. Je ne sais pas si cet exemple est assez concret. Très clair, très clair. Donc là, on est sur la partie cartographie. Donc la carto qui est donc finalement une sous-catégorie de la data visualisation. Oui. Et après, si on continue en termes d'outillage, donc là on était plus orienté QGIS, qu'est-ce que tu rajoutes dans ton stack d'outils et pour faire quoi finalement, si on prend une étude, si on continue sur cette étude, par exemple sur cet exemple de zone humide? Ok, alors moi je vais parler du premier outil qu'on utilise, c'est QField. C'est un outil de terrain, c'est-à-dire... on va pouvoir l'avoir sur une petite tablette, c'est une application en fait, et sur le terrain, on va pouvoir visualiser où est-ce qu'on est localisé, donc on va avoir une carte, et on va pouvoir mettre des points aux endroits où on voit quelque chose, je sais pas, je mets un point ici, j'ai vu telle espèce, je peux détourer un habitat par exemple, dessiner des géométries, polygones, points, lignes. Et tout ça est géoréférencé, et donc derrière nous après on peut traiter ces données-là. Donc là, le premier outil, c'est QField, qui est un super outil d'ailleurs, parce qu'il permet aussi, il est très généraliste, mais on peut l'adapter. Finalement, quand on sait bien s'en servir, on peut l'adapter, et l'idée, c'est vraiment que ceux qui vont sur le terrain puissent saisir des données de manière la plus simple possible. Quand tu dis adapter, c'est par exemple créer des formulaires en amont pour qu'une fois qu'on est sur le terrain, il n'y a pas besoin de tout taper à la main et qu'on ait directement des listes déroulantes, ce genre de choses. Oui, j'ai un exemple en tête, par exemple pour les listes déroulantes, pour les espèces. Je prends l'exemple par exemple des oiseaux. En fait, quand ils vont cliquer pour saisir une donnée, ils vont avoir une liste déroulante qui va s'afficher avec tous les noms des espèces qu'ils peuvent retrouver. Ils peuvent aussi commencer à rechercher et ça parcourt la liste. Et là, l'intérêt, c'est que ça leur fait gagner du temps parce que taper à la main le nom de l'espèce et le risque d'erreur aussi. Ils font comment les environnementalistes qui travaillent sur ces sujets-là mais qui n'ont pas accès à cette techno, qui ne savent pas l'utiliser? Ils font comment? Ils demandent, ils font papier encore, ils font papier-crayon. Il y en a encore, je pense qu'il y en a encore papier-crayon, mais bon, c'est pour perdre du temps derrière, parce que après, s'il faut tout remettre, et si c'est un cartographe derrière, après, qui remet tout sur QGIS, le souci, c'est qu'il va forcément mal interpréter tout ça. Ouais, je demande ça parce que... souvent, peut-être qu'on peut sous-estimer à quel point c'est indispensable de faire du SIG, faire de la carto sur des sujets environnementaux. Là, on parle beaucoup d'environnement, mais dans plein d'autres métiers, aménagement, urbanisme, où on a des sujets de données spatiales à représenter, où c'est devenu presque un réflexe et naturel d'avoir accès à un SIG, à un QGIS, à un QField, et on oublie parfois qu'en fait, si on n'a plus cette techno, parfois on peut pas en fait. Donc, moi, si on l'a plus, je démissionne.
Je démissionne. Alors, donc on est parti sur la carte avec QGIS, on vient de parler du QField pour Ouais. le terrain. Est-ce que tu as un troisième outil qui vient après Ouais, indispensable. Une Ouais. base de données. Ouais. Alors pourquoi une base de données? Pourquoi une base de données? Et qu'est-ce qu'une base de données? Parce que je te laisse définir, mais moi j'entends souvent, on me dit, moi j'ai une base de données sur mon SharePoint, j'ai Ouais. des dossiers avec Oui. les ShapeFiles dedans. Est-ce que ça En c'est une base de effet. données? Non. Alors c'est quoi une base de données? Une base de données. Alors, il faut que j'essaye de vulgariser ça. Ouais. Une base de données, c'est un endroit où on va stocker des données. Ouais. Et dans notre cas, à nous, c'est des données qui sont géoréférencées. Ouais. Voilà. C'est un entrepôt de données. Ouais. Et souvent, qui dit base de données, dit si on le fait bien, c'est notre métier, données propres. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ça permet de structurer Ouais. ces données, Ouais. Et de un tout outil, centraliser. et l'outil que vous utilisez, Postgre, Ouais. c'est ça? Bah, bien sûr. Ouais. Avec l'extension PostGIS, Oui. du coup, pour avoir de la donnée spatiale. Exactement. Ouais. Exactement. Et il y a un lien peut-être entre vos données QField terrain qui sont directement envoyées en base de données Alors, ou... On le fait, alors on le fait, on les intègre Ouais. en base de données avec FME. Ok. Voilà. Ouh là là, Après, on a 4 outils là. Ah, Alors, pourquoi FME? Alors, on a dit on est technique. Hein. ouais. Pourquoi FME? FME, ça nous permet d'intégrer des données plus facilement. Ouais. Alors, comment je pourrais expliquer? Pour ceux qui connaissent le modéleur QGIS, Ouais. c'est peut-être assez simple. En fait, c'est un système de boîtes. Ouais. On n'a pas besoin de coder, Ouais. en fait. On met des petites boîtes. Ce champ, ce nom, tu le renommes comme ça. Tous les accents, tu les enlèves. Ouais. Voilà, avec C'est une la forme de boîte. Création d'automatisation Oui. en no-code de façon visuelle, ça rentre dans la catégorie des ETL, Extract, Transform, Load. Et donc voilà, c'est des outils clés en main qui permettent justement de... là, pour le coup, vous, de directement récupérer la donnée issue du relevé terrain Ouais. et balancer, enfin, traiter, mettre ça au propre comme il faut, peut-être reprojeter, ce genre de choses, Mm. et ensuite envoyer directement en base de données. Ça fait beaucoup d'outils là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Oui, il y en a un que j'adore. Ouais, Ouais. on t'écoute. RStudio. Ok, RStudio. RStudio. Par contre, il faut coder. Ok, On peut faire des cartes avec RStudio, Ok. mais bon, c'est pas vraiment fait pour, même si Ouais. on peut le faire et c'est bien aussi, Ouais. mais nous, dans notre cas, c'est pas utile. Pour les graphiques, pour faire des graphiques, ça marche super bien. ouais. Par exemple, nous, dans notre domaine, moi, ce que j'ai automatisé, c'est la production des graphiques pour les chiroptères, pour les chauves-souris. J'allais le dire parce que c'est pour les chauves-souris. Juste pour donner un exemple, avant, ils passaient peut-être 3-4 jours à produire les graphiques. Parce Ouais. qu'en fait, c'est un gros flot de données. Il y a énormément de données, c'est assez difficile à traiter. Ouais. Et surtout, quand on les produit sur Excel, c'est pas forcément uniforme. Ouais. Voilà, une fois, une espèce, elle va être en bleu, une fois, une espèce, elle va être en violet, en jaune, etc. C'est pas facile à gérer pour faire des corrections. Quand on fait des corrections, c'est un peu manuel. Là, je peux faire les corrections tout de manière automatique et produire les graphiques. Et maintenant, les graphiques, ils sont produits, je dirais, en 5 minutes. Ouais. Enfin, Ouais. voilà, ils sont produits très rapidement. Et je dirais aussi de manière qualitative. Ouais. C'est toujours les mêmes graphiques, toujours le même format. Mhm. Et ça, c'est très important, Ouais. je trouve, pour la qualité des rendus, que ce soit uniforme. Ouais, quand on a un gros dossier avec plein de graphiques, le fait de savoir qu'on va pouvoir... on va pas perdre le lecteur, Ouais, parce que, comme tu l'as dit, on aide à la décision, donc le but c'est de guider, d'aider à bien C'est comprendre ça. facilement, et avoir cette régularité dans les rendus. c'est primordial, ouais. Ouais. C'est primordial. Ok. C'est tout au niveau des outils? Est-ce que j'en ai oublié? Non, c'est bon, j'espère pas en avoir oublié. Je pense que t'en as oublié, mais... Ah si, Ouais. Python. Ah, tu fais un peu de Python aussi? Ouais, un petit peu, ouais. Alors pourquoi? Avec tous ces outils-là, du QGIS, du QField, on a du FME pour automatiser, on a du RStudio, et il Ouais. faut quand même du Python. Ouais, je dirais que Python, il vient un peu partout. On en fait un peu partout du Python. Par exemple, bon, je prends un exemple simple. Dans la base de données, on stocke toutes nos données. Ouais. On a toutes nos données, toutes les espèces qui ont été recensées, tous nos projets, etc. Et en fait, on va produire des tableaux de synthèse qu'on va mettre dans nos rapports. Et en fait, avec Python, on peut interroger directement la base de données et produire derrière des tableaux propres, en fait. Ouais. Des tableaux qui sont prêts à copier-coller dans les rapports. Ouais. Et ça,
voilà, quand il faut mettre la bonne couleur de l'entreprise, etc., ces risques d'erreur, et là, ça se fait de manière automatique, et c'est pareil, c'est homogène. Et il y a ça, puis il y a tout ce qui est traitement spatial. Par exemple, nous, il faut qu'on sache autour du projet quelles sont les zones protégées qu'on va retrouver, Natura 2000, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En fait, on peut faire ces traitements-là. Autour de tel projet, on a juste à rentrer le nom du projet. Le projet est bien référencé dans la base de données pour tel projet. Exporte-moi tous les zonages qu'on a, je ne sais pas, à 10 km autour, 5 km, etc. La notion de script pour pouvoir automatiquement faire des géotraitements, ça rejoint la logique du modeleur graphique. Finalement, c'est le travail, l'analyse cartographique qui est automatisée, qui est faisable plus facilement. Exactement, ouais, c'est ça. Et il y en a qui disent que ça, c'est pas un métier de savoir faire tout ça. Je veux un nom, c'était qui ce prof? Je peux pas. Je rigole. non. T'imagines? Il se reconnaîtra peut-être. Lui, je l'ai détesté. Très bien. Donc là, dans ton bureau d'études, toi, tu pilotes t'as un pôle SIG que tu as construit, c'est ça? Alors, t'as fait comment? T'as dû recruter? Est-ce que tu peux nous raconter comment On a fait des recrutements. Moi, comme je disais, je suis vraiment arrivée au tout début. Donc, il y avait une mini, on va dire... ils avaient préparé ceux qui allaient sur le terrain un peu un Q-Field. Voilà, mais c'était pas du tout... après, c'est normal, hein, mais voilà, c'est pas des cartos qui l'avaient fait, donc c'était pas bien optimisé, etc. Donc en fait, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est quoi la première étape? Voilà, on commence par où? Mon résultat, ce que je veux, au final, c'est des beaux graphiques, des belles cartes, des beaux tableaux. On commence par où? Donc moi, je me suis dit... Il faut commencer par la base, la collecte de données. Voilà, donc moi, j'étais toute seule à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment optimisé à fond l'outil Q-Field pour que ce soit le plus simple pour eux pour collecter des données et que moi, derrière, les données soient les plus propres possibles. Derrière, après ça, on s'est retrouvé avec un flot de données, mais énorme, mais vraiment. Et moi, je me suis pas rendu compte, c'est arrivé. On avait des données partout. Parce que la collecte de données, c'était quoi? C'était du terrain du terrain. Du terrain. Et après, c'était sur un drive, un SharePoint. Et donc, c'était de la collecte de données genre automatisée, où il sait qu'il y avait beaucoup de points, beaucoup de... énormément de données, énormément de données sur... par exemple, les sorties pour les oiseaux, il y en a... environ 5. Pour chaque sortie, on peut avoir jusqu'à 500 données. 500 espèces. Et je pense que quand je dis 500, je minimise même. On peut en avoir plus que ça. Donc, et par projet... Et pareil, espèces, c'est plusieurs points, plusieurs jeux. C'est ça. Donc non, donc il a fallu à un moment donné organiser ça. Voilà. Et ça, donc là, j'imagine que tu vas basculer sur la création de base de données. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé avant en disant, quand on aura collecté, on mettra ça en base, ou c'est en mode on collecte et maintenant qu'on a collecté, on se rend compte d'une nouvelle problématique et du coup... c'est fait vraiment petit à petit, Surtout que moi, comme je disais, j'étais pas dans la géomatique au tout début. J'avais vraiment la volonté de bien faire, etc. Mais il me manquait un petit peu de connaissances, une vision un petit peu globale de la géomatique et de tout ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, on a commencé un petit peu à parler de bases de données. Je me suis renseignée. Et on a eu la chance de pouvoir recruter un gestionnaire de bases de données. Et lui, il a mis en place toute la base de données. On a aussi recruté quelqu'un d'autre pour aider à intégrer les données, parce qu'on était en retard en fait sur nos données. Donc ils étaient deux vraiment à travailler sur cette base de données. Ça, c'était la deuxième étape. Et après, on arrivait presque à la fin, produire les cartes. Et là, on a aussi recruté 2 autres personnes pour produire des cartes. Et là, qui avaient des super compétences en cartographie et qui maîtrisaient très bien je sais pas si je le dis, les atlas. Voilà, pourquoi tu ne dirais pas les atlas? Je sais pas, sans être trop technique. Ça va, les atlas cartographiques, c'est créer un atlas, un grand nombre de cartes automatiquement. Je trouve que c'était un secret d'industrialisation. Alors, je ne peux pas le dire, mais chez nous, on fait des atlas cartographiques. Alors ça va, je pense que... Non, c'est pas un secret, Mais... Et du coup, que des cartes statiques ou aussi du web, des cartes en ligne? Alors, des cartes en ligne, on n'en a pas fait. Par contre, moi j'en ai fait une et c'était génial d'ailleurs, j'ai adoré. C'est d'ailleurs au début où je suis arrivée. En fait, ils voulaient représenter sur tous nos projets à l'échelle de la France, parce qu'on en a dans toute la France. Et ils voulaient aussi représenter le personnel. Où est-ce qu'est localisé le personnel
et quelles sont leurs spécialités. Ok. Et au début, en fait, je me suis dit, je vais aller classique, je vais aller sur QGIS, je vais aller faire une carte. Là, je fais ma carte, j'essaie de l'exporter en PDF. Mais en fait, on voyait rien. Oui, il y avait trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il y a trop de projets, on voit rien, c'est impossible. T'as pensé à faire un atlas à un moment donné ? Non, même pas. On aurait pu se dire on va faire un atlas, mais ça veut dire qu'il y aura autant de cartes qu'il y a de régions, machin, c'est désagréable. Donc non, je me suis dit comment je vais faire. Et donc je cherchais sur internet, j'ai cherché. Je me suis dit, carte interactive. Je me dis, c'est ça, carte interactive. Je me dis, mais comment je fais ça ? Ça, t'avais pas appris pendant tes études ? Non. C'était découvert. C'était vraiment une découverte. T'as fait comment alors Là, je l'ai fait en Python. Ok. Du coup. Ouais. En plus, je sortais de ma formation Python. Ok. Donc je me suis dit, je vais la faire en Python. Ça me faisait moins peur, on va dire, de faire du Python parce que je sortais de la formation. Ouais. Même si j'avais pas les compétences de quelqu'un qui fait du web mapping, c'est sûr. Mais c'était une carte quand même qui était relativement simple à faire. Et donc j'ai fait la carte. Ouais. Et surtout, l'idée que j'ai pas dit, mais c'est qu'il fallait que ce soit accessible pour la direction. Okay. Donc d'où le fait que je ne pouvais pas la laisser sur QGIS en fait, parce qu'ils auraient pu aller sur QGIS et zoomer etc. Mais en fait eux ils en avaient voilà, c'est ça. Je me suis dit, je me voyais mal expliquer la direction. Je me suis dit non, on va faire ça et donc j'ai fait la carte et ça a super bien marché. Je l'ai lié aussi à un Excel, donc en fait dès qu'on rajoutait des personnes avec les coordonnées géographiques, leur nom, etc. Ça se rajoutait automatiquement à la carte. Voilà. Ça, c'est la seule carte interactive. Par contre, moi, j'adore les cartes interactives, c'est génial. Et moi, je me posais la question, nous, on ne peut pas en faire vraiment des cartes interactives parce que c'est des études d'impact, c'est des fiches, c'est papier. Ouais. Par contre, je me dis, les développeurs solaires, ils sont amenés souvent à présenter les projets aux instances gouvernementales, aux mairies, etc. Et je me dis, s'ils avaient une carte interactive où ils pouvaient zoomer, cliquer, etc., parce qu'on localise vraiment très précisément les habitats. Mais quand c'est à l'échelle d'une carte, on ne voit pas très bien. Donc, ils pourraient présenter leurs projets, etc. Je pense que ça serait vraiment bien. Et puis, ce serait pas si compliqué que ça, je pense, à mettre en œuvre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, finalement, tu as su, en te débrouillant, faire ta propre carte. C'est accessible, c'était pertinent pour le projet et ça a coché toutes les cases. Mais tu es aussi consciente que si demain tu veux faire une application web SIG un peu plus complexe, bon, à un moment donné, il y a des compétences à approfondir. Oui, bien sûr. Et ça m'intéresse et j'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de professionnels qui savent exactement ce que c'est que de faire de la carte web, qui vont avoir tendance à penser que de la carte web, c'est uniquement pour des applications complexes avec des droits d'accès, de sécurité qui doivent être publiés à des milliers de personnes, machin, etc. Mais en fait, une carte web, ça peut aussi être juste pour être partagé en interne et rendre accessible. Je pensais juste à ça. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Et de la façon dont tu l'as expliqué, ça illustre parfaitement ce sujet. Très bien, très bien. On a parlé de ton bureau d'études, du pôle SIG que tu as créé. Des différents outils également, de l'automatisation. On a abordé déjà beaucoup de sujets très intéressants. On n'a toujours pas parlé d'un autre sujet. Depuis combien de temps ? Ça fait un moment qu'on parle et on n'a pas dit une seule fois le mot intelligence artificielle. Ouh là là. J'y ai pensé, ça m'est venu en tête. Je crois qu'à un moment, je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Mais je me suis dit, si je lance le sujet après, on va plus s'arrêter. Donc là, on a fait la demi-heure, 3/4 d'heure de politesse. Allez, c'est bon. C'est bon, on peut parler des vrais sujets. L'IA, alors... Donc, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'on a eu vraiment un portrait de ton métier, de ce que tu fais, des technos, des outils. On voit qu'on peut travailler sans IA, que ça se passe bien, qu'on peut faire plein de choses. Maintenant, on ne va pas redire qu'est-ce que c'est l'IA, quoi c'est ça, etc. Mais moi, j'aimerais bien quand même savoir ce que ça a changé pour toi. Et peut-être commencer par nous dire, donc, quelle IA tu utilises, dans quel contexte, ce que ça a changé, ce que tu en penses, ton avis sur le sujet. Alors, moi, j'utilisais surtout ChatGPT jusqu'à la formation. Jusqu'à ta formation.
Donc maintenant, je suis plus sur Claude en ce moment. Alors, j'ai pas poussé à la consommation. J'ai juste expliqué que chaque IA dépend de ses besoins. Oui. Et que pour savoir quelle est son IA, moi, ce que je recommande de faire à chaque fois, c'est de lister en fait ses cas d'usage, ses besoins. Et on l'a fait aussi un peu en formation. On liste, on catégorise et ensuite on teste. Ouais. Et ce que je disais, tu me dis si je dis une bêtise, mais je recommande souvent peut-être de commencer par Mistral. Oui. Parce que c'est français, bien sûr. parce que c'est souverain et qu'en vrai on peut déjà tester des cas d'usage avec Mistral, on peut aussi tester avec Copilot si on est sur l'environnement Microsoft chez soi, Gemini si on est chez Google, et Claude. Et puis quand on teste les différents besoins, les vrais sujets que l'on a avec ces différents outils et qu'on se fait une petite notation, un petit scoring, à la fin on peut savoir si Mistral j'aurais bien aimé mais malheureusement je ne peux pas charger de GeoJSON et donc du coup j'en ai besoin quand je fais mes cartes web, donc etc. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse pour dire je ne pousse pas à aller vers Claude. Non, après on c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Moi j'ai testé, après j'avoue que j'ai quand même les deux. Les deux en version payante. Parce que tu t'invites les limites de token de Claude. C'est ça Ça va vite. Ça va très vite. Mais j'utilise les deux quand même, mais plus Claude. Mais par contre, des fois, je peux être bloquée sur Claude et je vais dire, je vais aller tester sur chat. Et souvent, c'est très intéressant parce que c'est vraiment complémentaire. Donc, faut se fermer à rien, quoi. Faut pas rester sur une IA en particulier, je pense. Ça dépend des cas d'usage. D'ailleurs, ce qu'on avait vu dans la formation, qu'il y a des IA finalement spécifiques pour certaines tâches. C'est clair. Il y en a qui sont mieux c'est pour lire des rapports, faire de la bibliographie que finalement Claude et chat. Donc... ça, Notebook LM de Google, quand on a des règlements écrits de PLU, des choses à analyser comme ça marche très très bien. Faut savoir un peu ce qui se fait, ce qui marche bien et puis se faire sa propre idée. Donc Team ChatGPT / Claude, tu fais quoi avec ces outils ? Alors, pour expliquer comment je les ai utilisés, moi j'ai fait une formation Python pour QGIS d'une semaine à peu près. Moi, j'avais jamais fait de Python. Par contre, j'avais fait du R. Donc, je pensais que je me disais, le code, je me débrouille, ça va. Et en fait, finalement, moi, je pensais que j'allais être développeuse SIG. Mais pas du tout. 5 jours. 5 jours, c'est bon. Mais en fait, pas du tout. Donc, sortie de la formation, je me suis dit, là, ça va être très, très court. Ça va plus amener de problèmes que ça résout des problèmes. Je me suis dit, là, ça va être compliqué. Surtout que moi, quand j'avais commencé sur R, j'allais sur les forums, etc. Et ça prenait une vie. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon entreprise... #GeoRéseau. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon entreprise, on était dans une logique de structuration, mais aussi de production. On a beaucoup de projets qui sont arrivés d'un coup. Donc, le temps... était vraiment compté, était vraiment précieux. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que je développe des choses parce qu'on n'arrêtait pas de les faire à la main, mais j'avais pas le temps. Et il me manquait quand même des compétences. C'est-à-dire que je pouvais pas tout coder comme ça tout de suite, mais par contre, j'avais les notions, je savais comment créer un plugin, etc. Grâce à la formation, mais par contre, j'étais pas une codeuse. Donc là, je me suis dit, il y a. Et c'est vraiment là où je m'y suis mise. Et ça a super bien marché. Ça m'a vraiment bien aidée pour coder. Donc moi, je l'utilise pour coder. Et d'ailleurs, j'avais fait tous mes scripts sur R à la main, avec les forums, bref. Et je me suis dit, je vais tester avec l'IA quand même. Et là, j'ai amélioré mes scripts, mais vraiment, j'étais choquée. J'étais choquée comment ça a amélioré les scripts et comment ça codait bien. Et après, je suis allée un petit peu plus loin dans le truc aussi. Je me suis dit, c'est bien, je code, etc. avec l'IA, mais je peux pas toujours utiliser l'IA pour coder. J'ai besoin d'avoir encore des connaissances là-dedans, des compétences. Et du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser pour me former aussi. T'as répondu à la question que j'allais te poser. Voilà, je l'ai utilisé pour me former. Et ce qui est très intéressant, je lui ai expliqué dans quel domaine je travaillais, etc. Ce que je faisais, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de développer. Et je lui ai dit, crée-moi une mini-formation. Voilà. Et après, j'ai allé un peu tous les jours. Je disais, j'ai une demi-heure devant moi. Allez hop, c'est parti, on code. Donc j'ai commencé comme ça. Du coup, ce que j'allais te demander, c'était une question qui est difficile, mais tu as à moitié répondu. C'était, est-ce que tu as l'impression d'être monté en compétences ou d'avoir stagné depuis ton utilisation de l'IA ? Ah ouais. Mais en me disant que tu l'utilises pour te former, en fait, tu réponds à ta question que tu montes en compétences. Tu montes en compétences parce que aussi tu fais des choses que tu pourrais jamais faire sans. Oui. Donc en fait, tu te débloques
aussi, tu enlèves des blocages. Ouais. Par contre, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour coder en R qu'en Python. Parce que j'ai eu l'IA pour coder en Python, donc au moins, je me suis moins... j'ai moins galéré en fait, parce que des fois quand on galère, c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est pour ça, il faut doser en fait. Faut aussi continuer à se former. C'est vachement intéressant cette comparaison du fait que tu as appris un langage de programmation sans IA, et là tu l'as appris avec l'IA, et du coup tu es capable de voir que en fait je suis meilleur là. C'est ça. Moi je pense, hot takes, je pense que 99% des gens ne montent pas en compétence avec l'IA, parce que ils font faire. Oui. Et ils prennent pas forcément le temps d'apprendre. Ouais, c'est vrai. 99, ça fait peut-être beaucoup. Ouais, 80%. Je me calme, 80%, je pense. Ouais, c'est possible. Parce que moi, je le dis, chaque formation, j'ai dit tout le temps, si on parle de Python, par exemple, j'invite à demander à l'IA de mettre des commentaires qui expliquent chaque fonction, chaque variable, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et de le lire, de comprendre, et comme ça de monter en compétence. Mais en fait, tu le disais, des fois vous êtes dans les périodes de rush, c'est la facilité aussi. C'est pas évident de se dire j'ai besoin d'un truc, et au lieu de demander à l'IA et qu'elle le fasse, je vais demander à l'IA qu'elle le fasse, mais je vais passer du temps à apprendre, comprendre. Ça paraît évident, genre faut le faire, mais une fois qu'on est face à ça, peut-être on va le faire une fois ou deux pour faire bien. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu dangereux. Je suis d'accord, mais c'est compliqué. Après, moi, je trouve que dans notre société actuelle, il faut toujours aller plus vite. Il faut toujours faire plus de choses. Je sais pas vraiment si c'était le cas avant, mais moi, c'est ce que je pense. Et du coup, c'est vrai que l'IA répond bien à ce besoin de toujours aller plus vite. Et c'est vrai que des fois, on est bloqué. Moi, j'aimerais me dire... voilà, j'ai 1 semaine pour développer l'outil, j'ai 2 semaines. Ouais, j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps. Mais je l'ai pas, en fait, au travail. Je suis nostalgique des pigeons voyageurs. À l'époque où on pouvait juste... Non, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est un peu triste, mais c'est la réalité. Et tu vois, tu as dit que tu utilises l'IA pour te former, et moi, je suis formateur. Mais je me sens même pas inquiet, en danger, en me disant ah ouais, mais attends, mais ça veut dire que si maintenant tout le monde va utiliser l'IA pour apprendre à se former, je vais perdre mes compétences, machin. En fait, non. Je dis mais tant mieux, mais moi, ce que j'adore, c'est former, mais c'est pas pour moi former, c'est parce que j'aime voir les gens apprendre en compétences. Et si demain on me dit que c'est plus facile d'apprendre, mais let's go, tant mieux. C'est ça. Et si on me dit mais oui, mais tu auras moins de travail, c'est comme ça en fait. Il faut que je me réinvente. C'est sûr. Et je peux comprendre que pour beaucoup de gens, quand on leur dit ça sur leur métier, ils sont en mode bah ouais, mais attends, non, moi je peux pas me réinventer. Dans 3 ans, je suis à la retraite. Ou alors bah ouais, mais je sais pas trop quoi faire d'autre. Ou alors bah ouais, mais non, mais j'adore faire ce que je fais, du coup j'ai pas envie. Mais c'est pas évident. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. C'est vrai que ça fait peur quand on va commencer à coder, etc. Après, moi je pense juste que le travail sera aussi différent. C'est-à-dire qu'il y aura moins de tâches manuelles, on va dire, à faire, et que ce sera plus une vision du géomaticien un peu stratégique. Qui pilote. Qui pilote les projets, qui amène un petit peu l'organisation, la structuration, la stratégie, mais qui fera un petit peu moins de tâches manuelles. T'aimes bien la transmission, la formation, tu t'accompagnes des collègues pour monter en compétences, toi ? Ouais, on fait ça. Après, moi je vais être honnête, on a trop mis ça de côté. Voilà. Parce qu'on était vraiment dans une grosse période de production sous l'eau, etc. Et d'ailleurs, je pense que si c'était à refaire, j'aurais pris le temps de les former. Former les non-cartographes aux outils. Parce que derrière, c'est vrai qu'on a eu pas mal de... C'est nous qui reprenons les données derrière, donc on a eu pas mal de corrections à faire, etc. Alors que peut-être que si on avait pris le temps de leur expliquer les choses et pourquoi c'est important de faire comme ça, on aurait eu moins de travail finalement, moins de corrections à apporter. Et c'est très important. Et voilà, quand aussi on met en place des choses dans l'entreprise, et c'est vrai que... il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi on met en place les choses. Ça bouscule aussi les habitudes, etc. Et quand on a la connaissance, la compréhension des choses, on peut être un peu plus ouvert là-dessus. Donc c'est une erreur qu'on a fait. On n'a pas assez suffisamment formé. On a formé, en fait, on a fait des supports écrits. Mais ça ne suffit pas. On aurait dû faire des réunions, etc. C'est toujours pareil, la transmission, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Et on a beau faire des super... process, des super trames à suivre. Quand la trame n'est pas forcément accessible, lisible, qu'on n'a pas trop le temps, la transmission elle se fait pas aussi facilement.
Tu parles de l'importance de comprendre les choses pour pouvoir bien les faire. Aujourd'hui, avec Claude, on peut piloter QGIS directement en langage naturel. Est-ce que tu penses que c'est une bêtise de transmettre cet outil, cette méthode à des personnes qui ne savent pas utiliser QGIS? Ah. Je n'ai pas vu venir cette question. Non. Attends, je réfléchis. Surtout qu'en formation, je leur ai montré comment faire. Du coup, si là vous êtes genre, bah ouais, en fait, ils m'ont montré de faire un truc, mais il est pas bien. faut que je réfléchisse. T'inquiète. Non. Est-ce que je pense que c'est une bonne chose? Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose. Il y a des plus et il y a des moins. Mais c'est vrai qu'on peut quand même faire n'importe quoi avec les données. Et on peut faire énormément d'erreurs. Nous, par exemple, on ne donne pas accès en édition à la base de données à toute l'équipe, enfin, ceux qui sont hors carto, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de faire des erreurs, de supprimer des données. Est-ce que tu penses que c'est plus sécure quelqu'un qui ne sait pas trop et qui fait sans IA, ou quelqu'un qui ne sait pas trop et qui fait avec l'IA? Qui fait avec l'IA quand même. Parce que je pense que des fois l'IA peut avertir. Dire attention à ça. Et comment s'assurer que l'IA avertisse? Je pense qu'il faut aussi savoir utiliser l'IA. Donc du coup, est-ce que c'est mieux de savoir utiliser l'IA pour bien l'utiliser et ainsi être capable de faire des choses qu'on ne sait pas faire, machin, ou alors se dire non, il faut absolument que je passe par les fondamentaux de tous les trucs que je veux savoir faire avec l'IA, ou les deux. C'est vrai que moi j'étais partie du principe mieux avec l'IA pour quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Voilà. C'est un sujet qui revient souvent et c'est vrai que ceux qui savent que l'IA peut se tromper, qu'il y a des hallucinations, machin, et qui savent comment contourner ces problèmes vont être bons s'ils utilisent bien l'outil pour faire des choses. Par contre, à l'inverse, ces personnes qui ne savent pas trop comment l'utiliser, qui font des petites erreurs, ça risque d'être contre-productif. Je pense. J'en parle dans mon livre « L'IA pour les géomaticiens », disponible aux éditions Des Bouquins. La pub bien placée. Mais blague à part, pour de vrai, ce sujet-là, il est au cœur de mon livre, qui est sorti en avril 2026, donc aux éditions Des Bouquets, disponible dans toutes les bonnes librairies. Et donc, je parle vraiment du sujet d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle, enfin les outils avec intelligence. C'est répétitif, mais c'est la réalité. Et voilà, toujours s'assurer de comprendre ce que l'on fait avant d'aller aveuglement vers un outil et perdre le contrôle. Et surtout, il y a quelque chose qui est très risqué, c'est que si on commence à tout faire avec l'IA sans même s'assurer de bien comprendre, et bien finalement à quoi on sert. Si quelqu'un qui comprend pas trop demande à l'IA et que l'IA fait pour nous et qu'on fait des livrables comme ça, bah en fait on sert à quoi? On peut peut-être directement relier le directeur à l'IA plutôt que le directeur à un collaborateur qui demande à l'IA. Donc, Non, mais c'est sûr qu'il faut avoir la connaissance de ce qu'on fait. Juste, tout simplement pour parler à l'IA. Déjà, lui expliquer sur quel logiciel on travaille, comment on a envie de le faire, quelle méthode, etc. Donc ça, c'est sûr que... Et c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder dans la communauté donc des géomagiciens. Donc tu rejoins en tant qu'admin et je te remercie pour cela. Donc on a lancé une communauté qui permet de regrouper finalement tout mon savoir, toute ma connaissance, toute mon expertise sur le sujet de l'intelligence artificielle pour les géomaticiens. Et l'idée c'était de créer un espace où on va pouvoir avoir de la formation, donc de l'accompagnement, mais également un espace un peu comme un forum où on va pouvoir poser ses questions. Et on va avoir donc des admins responsables comme toi, Charlotte, mais on aura également Robin et Martin qui vont pouvoir donc accompagner, aider, débloquer, rediriger vers la formation, etc. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Pourquoi est-ce que tu as dit oui? Alors moi, ce qui m'a intéressé au tout début, c'est vraiment le sujet. Le sujet de l'intelligence artificielle pour le géomaticien. Parce que bon, j'ai des convictions. Pour moi, c'est un petit peu l'IA comme l'arrivée d'Internet. On est obligé un petit peu de surfer sur la vague et d'être au fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et un petit peu comme je disais tout à l'heure, moi ça m'a énormément apporté dans mon métier l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que j'aimerais aider les géomaticiens à l'utiliser pour qu'ils puissent monter en compétences. C'est un peu philosophique, mais moi je pense que l'humain il est fait pour évoluer. Il a besoin d'évoluer et c'est ce qui le rend heureux, l'évolution. Et du coup, c'est aussi se former, pour eux, c'est une manière en fait, d'évoluer. Et je trouve ça très, très, très important d'évoluer pour
les connaissances, mais aussi professionnellement, de monter en compétences. Donc si je peux aider des personnes, ce serait avec le plus grand plaisir. Ouais. Certains disent qu'utiliser l'IA, ça va à l'opposé de l'évolution. Et on parle même d'atrophie du cerveau, où du coup on arrête de réfléchir. Comment on fait pour lutter face à ça? Moi j'ai des idées. Comprendre ce qu'on fait, c'est tout ça. simplement. Comprendre ce qu'on fait. Après, pour les géomaticiens, ils maîtrisent leur métier. Enfin, on est cartographe, on maîtrise notre métier, donc on sait ce qu'on fait. Donc pour moi, l'IA bien utilisée, c'est un plus. Et pour les géomaticiens qui démarrent, étudiants, stagiaires, alternants, qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas encore, utiliser l'outil intelligemment pour monter en compétences. On l'a dit, avec commenter ses scripts, ou l'idée que tu as eue d'avoir une IA formateur qui va te donner des exercices. Clairement. Et puis après, ça peut aussi permettre d'avoir une connaissance générale, un peu faire de la veille. Moi, ça m'a beaucoup aidé justement pour me donner des idées sur les outils qui existaient, les problématiques que j'avais, comment faire évoluer le pôle. Donc ça peut être aussi bien d'utiliser juste pour des personnes qui débutent, justement de s'ouvrir un petit peu l'esprit sur tout ce qui existe dans la géomatique, de tous les outils qui existent. Et je pense que ça peut être un bon appui pour ça. Parce que ce qui compte aussi, c'est les idées maintenant. Il y a la technique, bien évidemment, mais les idées sont très importantes aussi. Parce que maintenant, on met plus facilement en place les choses, nos idées, etc. Donc, je pense que c'est important aussi d'être au fait sur ce qui existe. Si ça va tellement vite. C'est clair. En plus de ça. Le temps passe très, très vite. On arrive déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant, on termine avec un petit jeu. Vous connaissez maintenant le premier jeu, la carte Joker. Je te pose une question, tu as le choix soit de dire Joker et tu ne réponds pas, ou alors tu te mouilles et tu réponds. La question, qu'est-ce que tu serais incapable de dire sur LinkedIn, que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn, mais que tu peux nous dire là? Alors, je parlerai justement de l'intelligence artificielle et je dirais que peut-être 90% des personnes qui ne veulent pas utiliser l'IA, c'est soit qu'elles ont peur que ça prenne leur métier, et du coup je pense que c'est pas une bonne raison valable, soit c'est qu'ils ne savent pas s'en servir. Et ça, c'est souvent le cas aussi, de ne pas savoir se servir de l'IA. Je pense que si tu mets ça sur LinkedIn, en effet, tu aurais de la réaction. Je le publierai pas. Je pense qu'il y a aussi tous ceux qui sont très souveraineté, sécurité, oui aussi. Impact environnemental, et ils n'ont pas tort. On le sait en fait. Et d'ailleurs, moi je le vois, en formation sur les sujets d'IA, j'ai vu plus de 1400 apprenants. J'ai jamais vu personne me dire j'en ai rien à faire que les data centers, qu'il fallait les refroidir. Mais bien sûr. Personne me dit que j'ai rien à faire. C'est juste que c'est un outil, c'est une techno, on en a parlé, on sait ce que ça fait. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que quand on parle ici de métier, donc on est dans un contexte professionnel. Quand vous êtes dans une structure publique, vous avez quand même des comptes à rendre. Quand vous êtes dans une structure privée, vous travaillez pour quelqu'un. Et ces personnes pour qui vous travaillez, ils ont des objectifs. Et quand on vous demande de produire quelque chose, si cette production peut être faite en 1 heure versus une journée, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu flou, qu'on voit pas trop vraiment l'IA, ce que ça fait. Dans quelques années, quelques mois, ça sera évident que que requêter une base de données en SQL, j'ai administré des droits, des accès, et ça sera évident qu'avec l'IA ça se fait en 1 heure. Donc si vous me dites moi il me faut 2 jours, il y aura un moment où on dira en fait vous n'êtes pas bon. Parce que vous n'utilisez pas le bon outil. C'est sûr. Moi, en entretien, d'embauche, c'est ce que j'ai demandé. C'est ce que j'ai demandé, forcément. C'est un sujet. Quand tu as dû recruter, tu as posé cette question, tu as osé poser la question, est-ce que vous êtes utilisatrice, utilisateur d'IA? J'ai demandé, je trouvais que c'était assez important. Tu as eu des réponses qui t'ont surprise? J'ai eu des noms, pas du tout. Et il te disait pourquoi, comment frileux de l'IA, pas
Ouais, non, qui n'utilisaient pas forcément l'IA parce que ils n'en voyaient pas le bénéfice. Ça, c'était en 2026 C'était à mon entrée, 2024-2025. Ouais, donc il y a 1 an, 2 ans, ouais. Après, moi, j'en connais autour de moi qui n'utilisent pas l'IA. Hein. Ouais. Forcément, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps. Ça dépend toujours des métiers, évidemment. Oui. Là, on est dans un métier très technique où il y a ça. plein de puissance. Mais c'est vrai que quand on est dans des métiers où il y a peut-être moins de cas d'usage, ça peut s'entendre que c'est pas tous les métiers où il faut l'utiliser, machin. Mais c'est vrai que quand on est en recrutement et que sur des sujets aussi techniques et qu'on nous dit bah non mais je vois pas pourquoi, comment, alors qu'on sait très bien que dans le poste tu vas devoir faire des automatisations et en fait j'ai pas envie que tu mettes 3 jours à faire ton script parce que c'est compliqué, hein. C'est pas évident. C'est sûr, moi c'est la pression aussi que j'ai eue, hein. Et c'est pour ça que je me suis aussi tournée vers l'IA parce que il fallait produire, il fallait développer. Et quand on développe des outils, on se pose toujours la question combien de temps ça va me prendre de créer l'outil et en combien de temps je vais le rentabiliser. Et là, c'est vrai qu'avec l'IA, on se pose un petit peu moins la question. Ça veut dire, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de développer des outils dans tous les sens, qui servent pas à grand-chose ou qui vont être utilisés une seule fois. Mais dans les bons cas d'usage, c'est vrai qu'on peut plus facilement développer des outils qu'avant. Parce que c'est rentable plus rapidement. Est-ce que du coup, au final, on ne subit pas? Est-ce qu'on n'est pas victime de l'IA? Est-ce qu'on n'est pas tous des victimes? Si. Tu imagines la situation. Ça y est, j'ai le titre de ce podcast. Nous sommes victimes de l'IA. On n'a pas le choix. Mais sincèrement, je le pense. Bah ouais, je pense que pour être très très bon, pour être très très performant, dans un contexte SIG où on va demander de produire, d'automatiser, d'envoyer sur le web, d'administrer, de sécuriser, je pense que pour être excellent, très très bon, je vois pas comment on peut être meilleur sans IA en fait. Parce que même si on prend le meilleur des meilleurs, entre le faire à la main et prompter de façon qualitative pour demander à l'IA, je vois pas dans quel monde on peut aller plus vite et faire mieux. Non, victime de l'IA. On est victime. C'est ça. Après, moi, j'aimerais bien, si on me dit, tu peux développer un outil, je te laisse 1 mois. Moi, je le développe à la main, c'est un pur bonheur. Parce qu'il y a un plaisir, et c'est ça, il y a un plaisir aussi à coder. C'est ça. Quand je peux le faire, je le fais, par contre. Quand j'ai le temps, je le fais. Mais on est victimes. Je te propose un dernier jeu, mythe ou réalité. Je te pose une question, tu me dis sans trop réfléchir du tac au tac, mythe ou réalité. Et je t'autorise exceptionnellement une seule question sur les 10 où tu auras le droit de te justifier. Une seule. Donc choisis bien parce que tu sais pas à l'avance toutes ces questions. Ok. C'est parti, mythe ou réalité. Alors, pour être bon en SIG, il faut forcément savoir coder. Mythe ou réalité? Mythe. QGIS suffit largement pour la majorité des besoins en bureau d'études. Mythe. La collecte terrain est souvent le maillon faible d'un projet SIG. Un mythe. Une belle carte peut cacher une donnée de mauvaise qualité. Réalité. PostGIS fait peur au début, mais devient vite indispensable. Réalité. Dans l'environnement, le SIG est encore trop vu comme un outil de production de cartes et pas assez comme un outil d'aide à la décision. Réalité. Ah ouais, en 2026 ? Non, vraiment, L'automatisation fait gagner du temps seulement si les processus sont déjà bien pensés. Ah oui, complètement. Réalité. Facile. Il reste plus que 3 questions, t'as pas encore utilisé. Je me suis pas justifiée. Les jeunes géomaticiens doivent apprendre à mieux se vendre. Ah oui, complètement. C'est pas facile, hein. Oui, parce que même ceux qui... Des fois, on est recruté en tant que Attention, c'est la justification, là. Oh là là. T'as choisi justification, là. Il en restait 2. Non, mais oui, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Non, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Mais même des fois, on est recruté. Moi, quand on m'a recruté, on savait pas ce que c'était la géomatique. Moi, on m'a recruté pour juste produire des cartes. Non, mais le nombre aussi d'offres d'emploi où tu vois maîtrise demandée, QGIS, ArcGIS, MapInfo. Et vous avez quoi en interne? Je sais pas, faut demander au... Non, mais complètement. Moi, c'était juste pour produire des cartes et finalement, mais pas du tout. Il y a un pôle qui s'est créé, etc. Il a fallu se battre un petit peu, mais bon.
Une communauté professionnelle peut accélérer beaucoup plus vite la progression, ça fait un peu vente là, qu'une formation seule suivie dans son coin. Vrai ou mythe ou réalité? Mythe. Non, c'est une blague. T'as dit mythe, j'ai entendu réalité. Je me suis dit, bah non, réalité. T'étais persuadé. Non, réalité. Dans quelques années, le géomaticien sera autant animateur de données que producteur de cartes. Mythe ou réalité? Alors attends. Animateur de données que producteur de cartes. Ouais. Dans la notion de faire vivre la donnée. Ouais. Réalité, ouais. Parfait. Merci beaucoup Charlotte. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit message à faire passer avant de clôturer cet épisode? Déjà, je te remercie, Emmanuel. Je te remercie. Moi, j'ai regardé quasiment tous tes podcasts. J'ai adoré. Du coup, tu avais préparé Mythe et Réalité, Joker. Oui, mais je savais pas. Non, mais je savais pas les questions. Je savais pas les questions, mais oui, j'ai adoré tes podcasts et j'adore le contenu. Donc, moi, je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Et pour le petit mot de la fin, je dirais les géomagiciens. Formez-vous. Formez-vous. Rejoignez la communauté. Oui, rejoignez la communauté. Cliquez ici. Et achetez le livre, très important. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. Quant à nous, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, ne cessez jamais d'apprendre avec l'IA ou avec un formateur ou une communauté, comme vous voulez. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre et de progresser. À très bientôt. Ciao tout le monde. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, new magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Yeah, but what's your job? I'm doing maps. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, Joe Magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. But what's your job? Maps Data Stories.